Bonjour et bienvenue donc à ces nouvelles journées Fil-Foi, enfin dans un nouveau format, puisque vous savez que l'ensemble des réseaux avait souhaité que l'on regroupe en deux journées les journées faites auparavant individuellement par chaque réseau, afin de favoriser les échanges entre les réseaux. Et je pense que c'est une très bonne idée, même si bien sûr on est toujours embêté par cette saloperie de virus. Donc là nous sommes en schéma hybride et j'espère qu'on n'aura pas de difficultés techniques. Donc voici le... Alors il faut que je dirige... J'appuie désespérément. Ah, voilà. Donc voici très rapidement le programme. Donc la première matinée concerne vraiment Fil-Foi, avec notamment un bilan des actions de la filière. Après, il y aura un moment très agréable, c'est la remise du prix de recherche pour des thésards en 2020, et ça c'est une nouveauté Fil-Foi. Ensuite, après une petite pause, on aura un point, puisqu'on vous embête souvent avec la BNDMR, donc on saura tout sur comment accéder aux données, et également une communication par Zoom sur la nomenclature et la classification Orphanet. Et enfin, nos collègues de la Guadeloupe feront un point sur la prise en charge des patients, donc maladies rares du foie, dans leur île, et on leur est très reconnaissant parce qu'on sait les difficultés rencontrées. Et puis, alors, l'après-midi, c'est le réseau maladie vasculaire du foie qui tiendra l'estrade, si j'ose dire. Et on commencera donc par se cultiver avec hyperéosinophilie et dans les maladies vasculaires du foie. Ensuite, on aura un retour sur les dernières recommandations de Baveno 7 avec différents intervenants que vous connaissez bien. Et puis, bien sûr, un point sur les études en cours au sein de ce réseau. Et puis, demain matin, ce sera le réseau atrésie des voies biliaires et cholestase génétique, avec un orateur international sur le problème justement des registres dans les maladies pédiatriques. Ensuite, un point très intéressant sur une nouvelle classe de molécules, donc les inhibiteurs d'ASBT. Et on sait en particulier, Emmanuel Gonzalez est très impliqué sur cette thématique. Et enfin, une nouveauté dans la supplémentation en vitamines liposolubles chez les enfants cholestatiques. Et je pense que les adultes pourront peut-être en profiter également. Et puis, une discussion avec l'association de patients à AMFE. Et puis, nous terminerons donc demain après-midi par le réseau MIVBH. Et là, la thématique principale sera sur le LPAC, avec différents intervenants traitant des différents aspects de cette maladie qui reste encore mal connue. Et puis, également à la fin, le point sur les études en cours dans ce réseau, et notamment les PHRC en cours et à venir. Donc voilà le programme, enthousiasmant, je vous en conviendrai. Et donc là,
Nous commençons par Fil-Foix, et donc si besoin était un rappel des membres de Fil-Foix, et notamment donc Aurélie comme chef de projet, mais c'est une journée un peu triste quand même, malgré, puisque c'est le dernier jour d'Aurélie comme chef de projet, qui a été maman cet été et souhaite faire une pause dans son parcours professionnel. Mais donc pour nous, c'est un moment difficile parce que Aurélie vraiment a fait preuve de beaucoup de compétences, et on se rend compte que c'est assez difficile de trouver une personne pour la remplacer ayant les mêmes puissances de travail et capacités. Donc je vous propose juste d'applaudir Aurélie. Merci. Et alors, heureusement, les autres restent, si j'ose dire, donc Paola, Gab et Émilie. Et puis, dans l'équipe Fil-Foix, il y a bien sûr les architectes en région, dont vous voyez les bobines là. Alors, il y en a 8. Il y a Amina également, Mounira, Thierry, Emma, Astrid, Louise et Éloi. Et il y aura même bientôt un 9e recrutement pour la région ouest, mais recrutement qui est en cours. Donc, Fil-Foix, qu'est-ce que c'est? Ça, vous connaissez bien cette diapositive. Dire que, de toute façon, le cœur, le muscle, bien sûr, de Fil-Foix, ce sont les centres de compétences et de référence, et bien sûr, les patients et les associations qui le représentent, mais également les laboratoires de recherche et les sociétés savantes. Mais Fil-Foix a beaucoup d'interactions plus périphériques, notamment donc, je vais prendre ça dans le sens des aiguilles d'une montre, le réseau européen ERN, les partenaires associés, les structures institutionnelles, les groupes interfilières, l'industrie, et puis sans oublier les structures de ville et de libéraux. Donc beaucoup d'interactions nécessaires à la vie de Fil-Foix. Alors non, ça c'était une petite fantaisie. Et là, alors très brièvement, maintenant Aurélie va vous rappeler l'organigramme opérationnel. C'est un bien grand mot. Effectivement, donc la plupart d'entre vous sont familiers aussi avec l'organisation, hein. Mais je le rappelle pour les nouveaux, parce qu'avec ces 2 journées, on voit qu'il y a des nouvelles têtes et on en est ravis. Donc nous avons un niveau décisionnel, qui est le comité directeur Fil-Foix. Et ce comité directeur est en fait épaulé par différents organes au niveau stratégique, que sont le comité de pilotage, donc qui est avec un peu moins de personnes et qui permet vraiment de réfléchir sur les grandes orientations de la filière et de faire des propositions, de les remonter vers le comité directeur. On a un comité scientifique, on a été très actif, vous le verrez plus tard, sur la recherche cette année. Et c'est aussi grâce à l'expertise de notre comité scientifique qu'il a aussi émis des recommandations vers le comité directeur. Et puis nous avons un comité pédagogique, donc ça c'est depuis l'année dernière, c'est le petit dernier de l'organigramme Fil-Foix, qui travaille d'arrache-pied. C'est le cas de le dire, sur les aspects formation de la filière. Et au niveau opérationnel exécutoire, vous avez l'équipe d'animation, donc qui vous a été présentée un peu plus tôt, ainsi que les architectes en région. On est tous une grande équipe. Et c'est les petites mains, on essaye de coordonner tout ça, avec l'aide, évidemment, des groupes de travail. Petites mains au sens noble. Hein. Oui, évidemment.
D'ailleurs, on a fait un petit bilan des réunions Fil-Foi qui se sont tenues cette année. Donc, on a 3 comités directeurs, ça c'est récurrent, 3 comités directeurs par an, 2 comités de pilotage. Le comité scientifique qui se réunit à la demande, et qui a eu 2 réunions cette année, et une consultation par email pour les urgences. Et 5 réunions du comité pédagogique, sans compter les réunions en binôme du comité pédagogique. Et au niveau des groupes de travail, donc on a un groupe de travail ETP qui a permis cette année vous allez le voir, de faire aboutir un projet de plateforme digitale dit ETP. On a des réunions du groupe de travail ALD aussi qui rencontre la CNAM actuellement pour faire progresser ce sujet. Et puis le groupe de travail Transition qui a été un peu freiné sur ce projet de base de données de la transition qui est validé, sur lequel on travaille toujours, mais on attend un recrutement qui tarde à se faire. Et puis ça c'est Fil-Foi, on va dire, mais évidemment dans les réseaux, il y a aussi une grosse activité. Et les réseaux ont chacun leur comité directeur, que ce soit pour AVBCG, MIVBH ou MVF. Alors, on va passer au bilan des actions, donc les bilans des actions 2021. On commence par le gros morceau, qui est la BNDMR. Donc la BNDMR, on est très heureux de vous présenter une carte toute verte maintenant. Toute verte, ça veut dire que tous les centres ont été déployés, alors tous à l'exception de Papeete. C'est un peu loin et les membres de l'équipe se battent pour savoir qui ira sur place. Ça se fera sans doute à distance, c'est spoiler. Donc quand même, on a vraiment une très bonne couverture. On a également sur la fiche maladie rare Orbis, on travaille en lien avec l'équipe Orbis à la PHP, notamment. Et on a vu une grande amélioration de la qualité du transfert des données. Donc on commence à être rassuré sur le sujet Bamara Orbis. Et on travaille avec tous les centres. Et si certains ont des questions, n'hésitez pas, parce qu'on commence à être en bonne capacité de répondre à toutes les interrogations. Oui. Ah bien sûr, alors on les a presque tous, sauf Thierry qui viendra demain. Ah, Éloi aussi. Donc si vous pouvez venir sur l'estrade, comme ça. C'est vrai que c'est grâce à vous également. On a d'autres qui arrivent. C'était caché au fond, mais... Donc de gauche à droite, Amina, Emma, Amina encore, Mounira et Astrid. Donc, et demain, vous verrez Thierry et Éloi aussi qui vient demain. Thierry et Éloi. Et Louise, malheureusement, est à distance encore. Donc voilà. Alors, le périmètre. Ça va, normalement, je les ai bien. Donc, oui, si vous voulez, d'ailleurs. Île-de-France et Rouen. Moi, c'est Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Île-de-France. Moi, c'est Tours et Orléans. Limoges, Poitiers et Clermont-Ferrand. Voilà, et on a Éloi donc, qui va couvrir le périmètre Lille-Amiens-Reims, enfin qui couvre le périmètre Lille-Amiens-Reims. Thierry qui couvre le périmètre Lyon, Grenoble, Nice, Marseille et Guadeloupe à distance, si je ne me trompe pas. Et Louise qui fait Strasbourg, Nancy, Besançon et Dijon. Je vous en prie. Merci d'avoir noté, parce qu'effectivement, c'est important de mettre... bon, on a eu les masques, mais des demi-têtes, quand même, sur ces noms-là. C'est une très bonne transition. Donc, Olivier, je vous en prie. Insister sur la notion de partage avec G2R, justement, parce que ça a été un changement important. Oui, on vous l'avait présenté l'année dernière. Effectivement, maintenant, c'est en ordre de marche. La mutualisation du réseau ArcTech avec G2M. Donc parmi les arcs que vous avez vus, il y en a qui sont conventionnés Fil-Foi, il y en a qui sont conventionnés G2M. Mais on fait en sorte que chaque arc soit à 50% Fil-Foi, 50% G2M.
Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi. En fait, chaque arc se sent, alors je parle pour vous, hein, désolé, mais et Fil-Foi et G2M. Et c'est pas limité à la saisie Bamara, c'est aussi sur l'aide apportée aux études cliniques. Chacun peut travailler soit sur une étude clinique Fil-Foi, soit sur une étude clinique G2M. C'est complètement partagé comme charge de travail. Alors là, je vais parler cette fois-ci sous le contrôle de Paola, pour dire qu'on est arrivé, je pense aujourd'hui, parce que là c'est le donné octobre 2021, on a dû passer la barre des 20 000 patients saisis, tout réseau confondu, sur maladies rares. C'est un beau chiffre, effectivement. On avait un objectif de 12 500, là on est à 20 000, on est plus, je ne sais pas combien de pourcents. Donc c'est une très belle réussite. Et on voit donc par centre le nombre de patients qui a été saisi avec des pics sur les 3 centres coordonnateurs. Donc vous voyez la pique des maladies vasculaires sur le centre de Beaujon, qui est largement premier. Enfin, c'est pas une compétition évidemment. Ah, quoique. On a Saint-Antoine, donc avec les maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatite auto-immune, et puis Bicêtre sur AVBCG. Et vous voyez, les autres pics, finalement, vont correspondre soit à des centres qui sont aussi références constitutifs, soit à des centres qui sont particulièrement actifs, ce qui donne des bonnes pistes sur la relabilisation, dont on parlera un peu plus tard. On vous a également indiqué le détail par maladie. Donc ça, c'est des planches qui sont souvent présentées au CODIR. Donc ceux qui sont au CODIR les connaissent. Mais pour les autres, je pense que c'est intéressant de voir ce découpage. Et on a mis en couleur les maladies les plus fréquentes par réseau. Donc vous voyez que sur l'atrésie des voies biliaires et cholestase génétique, c'est l'atrésie des voies biliaires avec 1547 patients. Sur les maladies vasculaires, on est sur les TVP, qui représentent 2938 patients. Et puis sur maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatite auto-immune, c'est l'hépatite auto-immune et la CBP qui sont les deux maladies les plus représentées sur le réseau, avec respectivement 3973 patients et 2397 patients. Là, vous voyez le même un découpage qui est intéressant, parce qu'on voit les patients mineurs, patients majeurs. Donc on se rend compte finalement que même sur les maladies dites pédiatriques, parfois à tort, parce que finalement il y a un grand nombre de patients majeurs maintenant qui sont représentés et qui augmentent au fur et à mesure, parce qu'on les recense de mieux en mieux. Et à l'inverse, sur les réseaux vasculaires et inflammatoires, on se rend compte qu'il y a une population pédiatrique importante. Ça fait partie des actions qu'on met en place actuellement et qu'on va renforcer dans les prochains mois et les prochaines années pour capter un peu mieux ces patients mineurs sur les réseaux dits jusqu'ici adultes. Très bien, donc je vais passer la parole à Amina qui va vous parler du projet Errance et Impasse Diagnostic. Alors, bonjour à tous, moi je vais vous faire une petite synthèse sur les actions qu'on a menées dans le cadre du projet Errance et Impasse Diagnostic, qu'on a commencé depuis le mois de mars 2020 en établissant un état des lieux de l'errance au niveau de la filière, ce qui nous a permis de constater qu'on est faiblement touché par ce phénomène et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes positionnés sur le scénario 3 parmi ceux proposés par la BNDMR et la DGOS et qui consiste au renforcement et l'homogénéisation des règles de codage et de remplissage du set de données minimum. Et ce, dans le but d'un déploiement d'un registre national des patients sans diagnostic. Ensuite, nous avons sensibilisé les centres en recensant les patients en errance et en communiquant leurs dossiers à leurs centres respectifs pour revue de leur diagnostic. Alors, le projet de captation des patients en dehors du réseau de Fil-Foi n'a pas encore débuté. Et en même temps, il y a une étude similaire qui est menée par l'association Albi en collaboration avec la CNAM et nous sommes impatients de voir le résultat.
Alors, la première version du guide de codage a été finalisée et diffusée à l'ensemble des centres. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions ou des besoins et on reviendra vers vous pour la présenter. Le recrutement des ARC qui sont dédiés au CRMR périmètre non couvert par Fil-Foie pour valider les données préliminaires est prévu pour l'année 2022. Pour la partie observatoire diagnostic, nous avons conçu un observatoire de la filière dans le but de suivre l'évolution des statuts de diagnostic des patients en errance. Et il est sous forme d'un fichier Excel dans lequel nous avons recensé les patients avec diagnostic non confirmé. Les données sont enregistrées avec des identifiants Bambara, donc pas de nom et prénom des patients. Et le fichier est partagé entre les ARC sur un réseau sécurisé de l'APHP après avoir eu les autorisations RGPD. Nous avons eu l'occasion de présenter un premier rapport annuel à la DGOS en octobre dernier avec 342 dossiers de patients revus par les ARC et dont plus que la moitié ont eu un diagnostic évolué avec 173 patients confirmés maladies rares du foie. Lors de la présentation, l'approche du fichier partagé a été mal assimilée ou peu assimilée le jour de la présentation et de ce fait, nous avons eu un point avec la BNDMR qui ont validé notre approche et nous ont même félicité pour l'avancement de notre travail. Mais il faut juste, pour éviter toute confusion avec le registre national des patients en errance et en impasse diagnostique, le nôtre s'appelle désormais registre de suivi Fil-Foie des patients en errance et en impasse diagnostique. Ce fichier sera mis à jour au fil de l'eau par les ARC sur le réseau sécurisé de la PHP qui s'appelle le réseau Dispose, en attendant le recrutement du data manager. Nous avons également été très actifs en interfilière en animant des ateliers avec les filières TEDCO et Finemus pour partager nos retours d'expérience sur plusieurs actions, par exemple les conventions, la mutualisation avec G2M, les guides de codage. Voilà. Les prochaines étapes seraient de finaliser la revue des dossiers patients en diagnostic non confirmé, l'extraction des données par réseau ou par maladie pour les transmettre au coordonnateur des 3 réseaux de la filière pour une analyse plus approfondie, le lancement de la prestation des ARC pour les 3 CRMR et la poursuite du processus de recrutement du data manager. Voilà. Après, il y aura... Décès, 13 décès sur 340 dossiers. Est-ce que c'est plus que les patients pour qui on a un diagnostic? Est-ce qu'on a un moyen de savoir ça ou pas? On peut les retrouver, oui. Mais chaque ARC a accès à ces patients, mais on peut retracer et revoir. Si ça vous intéresse de voir aussi par réseau, on vous communique. C'est de savoir si c'est plus grave de ne pas avoir le diagnostic et d'avoir une errance ou pas, en fait. Ça, le sens de ma question, c'est ça. Est-ce qu'on peut essayer de savoir pour des pathologies oui. un peu proches? Oui, en effet, on peut travailler sur ces patients également. On peut les retracer. Oui, c'est pour ça que l'analyse par maladie sera très importante, parce qu'on aura une cartographie plus précise et on pourra... Oui. Et on compte aussi présenter nos résultats et toutes ces analyses-là d'une façon périodique, spécifiquement pour les 3 réseaux, les coordonnateurs des 3 réseaux, et après pour relayer les infos au CCMR également.